Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au philosophe français Bruno Latour. Alors, pour parler de cette figure étonnante, passionnante, atypique, qui était également sociologue, anthropologue, théologien, mais aussi militant écologiste et passionné d'art contemporain, je suis accompagnée aujourd'hui d'Anne-Sophie Brettwiller. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous faire découvrir Bruno Latour. Vous êtes sociologue vous-même, vous êtes théologienne, normalienne et enseignante à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également chercheuse au Collège des Bernardins dans le département Humanité environnementale que Bruno Latour a inspiré lui-même. Et puis vous avez publié en 2024 un ouvrage, La religion à l'épreuve de l'écologie, qui est une série d'entretiens avec Bruno Latour. Donc vous avez très bien connu Bruno Latour, qui est décédé en 2022 à l'âge de 75 ans. Comment est-ce que vous l'avez découvert vous-même ? Alors moi, en fait, c'est assez simple. Dans les années 2000, j'ai souhaité faire une thèse de sociologie. J'ai proposé mon sujet de thèse à Bruno Latour, qui l'a reçu. Et j'ai eu la chance de faire mon doctorat au CSI, à l'École des Mines, où il était à ce moment-là. Et quand est-ce que vous aviez commencé à le lire pour la première fois ? En 2002, il a publié La fabrique du droit. La fabrique du droit, c'est une enquête sociologique de terrain sur le Conseil d'État, qui a été une étape assez importante dans la pensée de Latour. Et moi, j'ai été complètement captivée par cette approche extrêmement concrète et extrêmement constructiviste, mais d'une façon à la fois très audacieuse et très respectueuse de l'institution. Donc on l'a dit, vous l'avez découvert quand vous étiez étudiante. Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui ? Racontez-nous un peu comment il était Bruno Latour. D'abord, c'était un prof extraordinaire. C'était un pédagogue absolument extraordinaire. Il animait tous les mardis un atelier d'écriture. Donc tous les étudiants en thèse ont passé soit l'après-midi, soit la journée avec lui, un mardi par mois, soit tous les mardis après-midi, avec Bruno Latour. On était une petite dizaine à lire nos travaux, à lire des auteurs, à inviter des auteurs qui venaient du monde entier. C'était une chance énorme. Et moi, j'ai été complètement formée par sa pensée, puisque j'ai commencé la sociologie avec lui. D'ailleurs, il était très content parce qu'il m'avait dit, comme vous n'avez jamais fait de sociologie avant, j'avais fait des lettres modernes, je vais pouvoir vous former complètement à ma sociologie, en fait. Et qu'est-ce qui vous marquait chez lui, dans sa personnalité, par exemple ? Écoutez, c'était quelqu'un d'une intelligence prodigieuse, d'une culture prodigieuse, donc il était extrêmement impressionnant. On tremblait toujours un petit peu quand même quand on discutait avec lui, même... Bon, à la fin, j'étais beaucoup plus familière, donc c'était un peu différent, mais quand même, c'est resté toujours une figure. C'était une figure, Latour. Il était aussi très généreux, extrêmement drôle. On riait énormément, extrêmement vivant. Il connaissait la terre entière. Il vous faisait rencontrer la terre entière. Il faisait venir la terre entière en France. Voilà, c'était un guide intellectuel assez extraordinaire. Et puis, il était très impressionnant. C'était quelqu'un de physiquement très grand. Hein. Donc, une il certaine était très stature. Grand. Ah oui, il avait un côté charisme. gaulien, comme ça. Ouais. Alors, on va découvrir ensemble la pensée de Bruno Latour, mais avant, j'aimerais que vous, Anne-Sophie, vous puissiez nous parler un petit peu de son parcours familial, notamment. Il est originaire de Bourgogne, de la ville de Beaune, d'une famille bourgeoise qui était des négociants en vin, il me semble. Ah, ils sont négociants et ils sont aussi propriétaires de quelques très beaux grands crus de Bourgogne. Donc oui, c'est une très, très, très belle famille de Beaune, les Latour. Et lui-même assumait ses origines bourgeoises ? Ah oui, il n'a jamais eu de problème, et bourgeoise et bourguignonne, oui, enfin, il ne le revendiquait pas particulièrement, si vous voulez, ce n'était pas le sujet, mais il était tout à fait conscient de qui il était, de qui il n'était pas, il n'a jamais été usurpateur de quoi que ce soit, c'était un sociologue, voilà, avec cette origine-là. Alors, il était aussi militant, il était à la JEC, la jeunesse étudiante chrétienne. La foi était importante pour lui dans sa vie. Qu'est-ce qui le marquait ? Quelles étaient ses influences chrétiennes ? Alors, je pense qu'il faut d'abord resituer la foi dans la vie de Latour et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup tenu à cœur, notamment quand on a publié le livre d'entretien La religion à l'épreuve de l'écologie, qu'il n'y ait pas de malentendus sur Latour de ce point de vue-là. Ce n'était pas du tout un croyant non pratiquant, c'était l'inverse. C'était un pratiquant qui refusait absolument de se dire croyant. Donc en ce sens-là, c'était un fidèle. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu, comme sur tout, un regard extrêmement critique sur la religion et sur le christianisme. Ça a été un objet d'analyse parmi d'autres. Il a étudié la religion comme il a étudié le droit, comme il a étudié la politique. C'était un mode d'existence parmi d'autres. Mais sinon, oui, c'était un fidèle catholique. Quelles étaient ses influences ? Il a été énormément marqué dans sa jeunesse par la lecture de Bultmann sur les évangiles synoptiques. Donc une lecture, la démythologisation des évangiles. Vous voyez, donc une lecture plutôt
assez constructiviste, enfin qui déconstruisait un certain nombre de choses des évangiles. Charles Péguy aussi, peut-être? Ah oui, c'était un grand lecteur de Péguy, un grand admirateur de Péguy. Mais alors là, toute sa vie, de sa plus grande jeunesse, je pense de son adolescence, jusqu'à ses derniers jours. Il disait d'ailleurs que Péguy devrait être docteur de l'Église. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il pensait que Péguy avait tout compris à l'Église, qu'il avait tout compris, que c'était quelqu'un qui pouvait apporter énormément de choses au christianisme aujourd'hui et à l'Église. Alors, on va continuer la suite du parcours de Bruno Latour. Il s'intéresse ensuite à l'anthropologie, à la sociologie des sciences. Il est nommé enseignant à l'École des Mines, à l'Institut d'études politiques de Paris. À ce moment-là, il commence à s'intéresser à notre rapport au vivant, au non-humain. J'aimerais qu'on découpe en période un peu son rapport à l'écologie. Alors, je vous laisse nous en parler. Quel était son rapport au vivant? Alors, je pense que vous avez raison, il faut découper par période. Il y a une première période où il fait ses études de philosophie, l'agrégation, la thèse de philosophie qu'on a publiée en deuxième partie du livre, la fameuse où il y a un chapitre d'exégèse de l'évangile de Marc. Ça, c'est le début. Ensuite, la philosophie va revenir et être très, très, très importante dans la deuxième partie. Mais, vous avez raison, à partir des années, c'est-à-dire d'un VSN à Abidjan, puis d'une étude sociologique à San Diego, il va devenir sociologue et anthropologue. Et il va être un sociologue des sciences. Ce qu'il va étudier, c'est d'abord un laboratoire à La Jolla, en Californie. Et il va commencer à être un sociologue de ce qu'on appelait la sociologie des sciences et des techniques. Donc là, on est dans les années 80-90 à peu près? 70-80? Oui, fin des années 70, c'est années 80-90. Ok. Et il va rentrer donc au CSI, à l'École des Mines de Paris, en 82. Il va y rester jusqu'en 2006. Et là, pendant 25 ans, il va déployer le programme STS, Sociologie des sciences et des techniques, qui va révolutionner, en tout cas bouleverser pas mal la sociologie, avec un geste très célèbre, très important, c'est d'introduire les non-humains en sociologie. Jusque-là, la sociologie pensait que son objet d'étude, je fais très simple, son objet d'étude, c'était la société, c'est-à-dire les humains entre eux. Oui. Et ce que vont faire les STS, notamment sous l'impulsion de Latour, avec notamment Latour comme un acteur important de ce bouleversement, c'est de faire entrer toute la médiation des non-humains. Alors les non-humains, ce n'est pas seulement les vivants. Les non-humains, c'est d'abord les objets. On est en sciences. Donc c'est d'abord les instruments, les objets techniques. Donc c'est d'abord toute la matière, la matérialité, et aussi les vivants. Donc de comprendre que non, en fait, il n'y a pas de société d'hommes entre eux, il n'y a qu'une société d'hommes, de choses, d'objets, de matière, d'animaux, de vivants. C'est un seul groupe et on ne peut rien comprendre au rapport des humains entre eux si on n'introduit pas aussi ces êtres-là. Ça vient des sciences. À ce moment-là, dans les années 80-90, comment est-ce que Bruno Latour voit la crise environnementale en cours? Alors, en fait, il commence à s'y intéresser assez tôt, mais il y rentre justement par les STS, par la sociologie des sciences, par cette introduction des non-humains en sociologie. Et il va publier son premier livre, qui est d'ailleurs un livre sur l'écologie politique, en 1999, qui s'appelle « Politique de la nature », et qui est vraiment, à ce moment-là, un livre sur l'écologie politique. Mais à cette époque-là, c'est-à-dire pendant notamment les années 80, même 90, pour Bruno Latour, comme pour beaucoup de gens, on pense à l'époque que la crise écologique est grave. On a déjà eu d'ailleurs la conférence de Rio en 92, mais on pense qu'elle est soluble, qu'on va pouvoir la résoudre, que c'est des problèmes graves, mais qu'on va pouvoir résoudre. Je comprends, donc on va avancer de quelques années avec vous, les années 2010-2020, mais avant, il y a un événement très marquant dans le rapport de Bruno Latour à la crise environnementale, la crise écologique. On est en 2010 à Sciences Po, dans l'amphithéâtre. Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, il y a un moment où on va basculer à un autre regard sur la crise écologique. Et effectivement, à ce moment-là, Bruno Latour quitte le CSI au milieu des années 2000 et il devient directeur de la recherche de Sciences Po. À Sciences Po, Clive Hamilton, en fait, c'est un philosophe australien. Il vient à Sciences Po, il fait une conférence où il va projeter des diapositives qu'on connaît tous par cœur aujourd'hui, mais à l'époque, on les connaissait quand même pas si bien que ça, qui montrent la courbe exponentielle d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et, de façon concomitante, la courbe exponentielle du réchauffement climatique, de l'effet de serre, du réchauffement de la planète. Et cette courbe, elle accélère de façon vertigineuse, enfin extrêmement inquiétante. Il y a un décrochage très très net à partir du milieu du XXe siècle. Donc déjà, Latour, il est frappé par ces diapositives. Il n'en avait pas conscience avant, c'est une énorme prise de conscience. Pas comme ça. Enfin là, il est frappé, mais surtout, ce qu'explique Clive Hamilton, et ça c'est vraiment, c'est que
c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire pour maintenir la température autour de la Terre à 1,5 degré, ce qui est la préconisation du GIEC. Et il apparaît très clairement à Clive Hamilton, et Clive Hamilton en a même l'expérience personnelle en fait, mais il apparaît aussi à ce moment-là à Bruno Latour, que c'est pas à portée demain, c'est pas à portée maintenant, ce qu'il faudrait faire. Donc Bruno Latour, oui, excusez-moi, Bruno Latour prend conscience que la crise est dramatique en fait. Exactement. Il tombe dans quelque chose dans lequel on est tous tombés, un peu les uns après les autres, c'est-à-dire ce moment où on réalise qu'en fait, on mesure tous les ans et on observe une accumulation de CO2 qu'on est incapable d'arrêter dans l'atmosphère. Donc on voit se construire sous nos yeux et on mesure l'avenir dramatique qui est devant nous. Et la tragédie, c'est ça, c'est voir la catastrophe arriver sans pouvoir l'empêcher. C'est ça une tragédie. Donc nous sommes dans les années 2010-2020 et Bruno Latour rédige son ouvrage Face à Gaïa. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc il va publier Face à Gaïa en 2015. Gaïa, pour Bruno Latour, ça va être la réponse qu'il va essayer de donner pour faire face à la tragédie. Donc déjà, c'est le nom. Il va reprendre en fait une expression d'Isabelle Stengers dans Autant des catastrophes, qui est l'intrusion de Gaïa. Le moment contemporain, ce que nous vivons, c'est un événement, c'est l'intrusion de Gaïa. Et pourquoi Gaïa chez Stengers et chez Latour? Parce que Gaïa, c'est le nom d'une hypothèse scientifique. C'est une hypothèse scientifique qui a été forgée dans les années 1960-1970 par deux scientifiques. Un Anglais, un ingénieur anglais, Lovelock, et une biologiste américaine, Lynn Margulis, qui vont donc imaginer cette hypothèse Gaïa. La Terre est entourée d'une atmosphère. Elle est composée d'azote en très grande quantité, d'oxygène et de CO2, de dioxyde de carbone. C'est un équilibre instable, c'est un mélange instable, explosif. Et pourtant, ce mélange instable, ce déséquilibre, se maintient stable pendant des siècles, c'est-à-dire à travers les différentes périodes géologiques. Et l'hypothèse Gaïa, c'est de découvrir et d'imaginer qu'en fait, ce sont les organismes vivants eux-mêmes qui maintiennent constamment cet équilibre. C'est-à-dire que ce sont les vivants qui maintiennent le climat. Ce sont les vivants qui règlent le climat en permanence. Pour bien comprendre ce que vous dites, quand vous parlez de Gaïa, quand Bruno Latour parle de Gaïa, il ne divinise pas la Terre. Non, pas une seconde. C'est pas du tout un nouveau culte, un culte païen. Il y a aucune idée de religion dans Gaïa. Enfin, en tout cas, pas de religion au sens courant du mot, pas du tout. C'est un système. Et ça, c'est fondamental. Il le répétait à chaque fois qu'il parlait de Gaïa. Il disait Gaïa, c'est le nom de notre Terre telle qu'elle est aujourd'hui, telle que nous la vivons aujourd'hui. Mais c'est un nom. C'est pas du tout une déesse, même si la déesse peut être intéressante, mais c'est autre chose. Alors 2015, c'est aussi l'année de publication de l'encyclique Laudato Si, qui a marqué le monde entier dans et en dehors de l'Église. Comment est-ce qu'elle est reçue par Bruno Latour? Alors déjà, le pape publie Laudato Si en plein quand Latour est en train de boucler Face à Gaïa. Donc il est immédiatement saisi par cette encyclique. Il pense que c'est un événement prophétique et donc il va in extremis ajouter 2 notes de bas de page dans la 6e conférence de Face à Gaïa pour saluer ce texte du pape François. C'est un texte qu'il a considéré immédiatement comme un texte prophétique, parce que d'une part, il relaie la grande clameur de la terre et des pauvres sans séparer nature et culture, ce qui ça déjà est quelque part très latourien, mais voilà, on l'a compris avec les STS. Et d'autre part, parce que le pape, de façon très vigoureuse pour Latour, fait passer l'attention des chrétiens de l'au-delà à l'ici-bas, à la terre. Et d'une façon très forte, puisque dans l'encyclique, au 2e paragraphe de l'encyclique, qui je pense, pour moi, est la clé de l'encyclique, le pape inscrit la terre comme pauvre parmi les plus pauvres, les plus abandonnés de la terre, qui gémit en travail d'enfantement. Quand le pape fait ça, quand il écrit ça, il place la terre à la place d'honneur dans le christianisme, puisqu'elle est à la place du plus pauvre. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas la mettre plus haut. Et ça, pour Latour, c'est complètement prophétique. C'est un renversement. C'est le texte le plus important du magistère depuis Vatican II. Donc on est en 2015. Dans les années qui suivent, il y a une expression de Bruno Latour qui devient assez connue, c'est les zones critiques. C'est un concept qui peut sembler difficile, mais vous allez nous aider à y voir un peu plus clair. Oui. Qu'est-ce que c'est les zones critiques? Oui. Alors les zones critiques, c'est à nouveau un concept scientifique, mais alors beaucoup plus contemporain que Gaïa. Le grand animateur en France de la zone critique, c'est Jérôme Gaillardet,
qui a beaucoup travaillé avec Bruno Latour, et qui a notamment monté avec Bruno Latour une grande exposition justement d'art contemporain à Karlsruhe qui s'appelait Zone critique, qui a été ouverte en plein confinement en 2020 et qui a duré jusqu'en 2022. Alors je vous ai apporté le catalogue de l'exposition. Donc qu'est-ce que la zone critique? La zone critique, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est au pluriel. À partir des années 2000, un certain nombre de chercheurs américains vont se concentrer sur des terrains d'études, vont élire des terrains d'études, par exemple un bassin versant qu'ils étudient en Amazonie, et autour de ce terrain, ils vont faire venir tous les scientifiques concernés. Donc des géophysiciens, des pédologues, des écologistes, des géologistes, des biologistes, des spécialistes de l'eau, des géochimistes, etc., qui vont tous équiper ce terrain avec leurs instruments et l'étudier sous tous les angles, si vous voulez, avec leurs instruments pour le comprendre de façon complètement systémique et avec toutes les disciplines. Et alors, ces observatoires, ils vont s'appeler les observatoires de la zone critique. Donc, Anne-Sophie Bretteviller, je comprends que les zones critiques, ce sont des laboratoires dans la planète où des chercheurs de disciplines très, très différentes se retrouvent pour étudier des écosystèmes. C'est juste de le dire comme ça. Oui, ça va. Bruno Latour parle aussi de la zone critique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce concept ? Alors, en fait, les chercheurs qui travaillent dans ces laboratoires ont imaginé, c'était à peu près dans les années 2010, un terme pour désigner ce sur quoi ils travaillaient. Et ils ont dit, en fait, on travaille sur la zone critique. Et la zone critique, ils l'ont définie comme la zone qui va, en gros, du sommet des arbres, un peu plus haut, au fond des océans, un peu plus bas. Voilà. Alors, cette zone, elle peut faire des mètres ou des kilomètres, suivant la façon dont on a envie de la calculer. Ça ne change pas grand-chose parce que, de toute façon, quand on la ramène à la surface, à la taille du globe, de la planète Terre, elle est une infime pellicule, un tout petit vernis qui couvre toute la circonférence de la Terre. Voilà. Et donc, en quoi ce concept de la zone critique peut, selon vous, nous éclairer face à la crise qu'on est en train de traverser actuellement ? Alors, ce qui est important, en fait, et ce qui était important pour Latour et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de bien comprendre, de bien prendre conscience de la petitesse de cette petite enveloppe et de bien prendre conscience que tout le vivant est contenu dans cette très fine enveloppe, que nous n'avons pas de vie, nous n'expérimentons pas de vie en dehors de cette très fine enveloppe. En fait, nous n'habitons pas un globe, nous habitons une toute petite enveloppe d'un globe. Et ça, c'est fondamental de comprendre qu'on doit prendre soin de cette enveloppe fragile. Voilà, elle est très précieuse, elle est très fragile. Et donc, pour Latour, c'est un changement de cosmologie, en fait. Est-ce que vous, de comprendre ça et de partager cette découverte, cette expression de Bruno Latour, ça a changé votre regard sur la crise ? Ah, mais complètement. Tant que vous pensez que vous êtes sur la grosse planète Terre, le gros globe de Galilée, un astre énorme et hyper puissant dans un système solaire infini, vous pensez être dans un monde infini et que le monde est infini. Quand vous réalisez que vous êtes dans la zone critique, vous êtes confiné. Vous êtes confiné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement... Et de ce point de vue-là, l'expérience du confinement a été extrêmement pédagogique. Hein. Et Latour l'a utilisé dans un de ses derniers livres. Où suis-je ? Il faut bien comprendre qu'on est confiné dans la zone critique. On ne peut pas en sortir. Et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est, cette toute petite pellicule, elle doit être constamment entretenue par les vivants. Si on n'est pas les gardiens, les artisans de cette zone critique, il n'y a aucune chance qu'elle continue. Si on la détruit, elle ne tiendra jamais par elle-même. C'est faux. Justement, Bruno Latour était chrétien. Selon vous, quelle est la responsabilité particulière des chrétiens face à cette crise ? Face à cette crise ? Ouais. Eh bien, justement, je pense que si... alors, c'était une expression qu'on aimait beaucoup avec Bruno Latour. On disait les chrétiens doivent être de bons vivants. C'est-à-dire être quelqu'un qui soigne, qui a le souci, qui ne néglige pas cette précieuse pellicule dont, en plus, on est des héritiers. Parce qu'elle nous vient du travail de millions d'années de bactéries et d'autres vivants bien avant les humains. En plus, on en hérite. Et on ne voit pas très bien d'ailleurs ce que serait un chrétien qui serait un mauvais vivant, vous voyez. Un chrétien qui polluerait, qui détruirait la zone critique, qui ferait ça sans scrupule, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc on peut aussi raisonner par l'absurde. Voilà. L'autre point, je pense, qui est du devoir du chrétien, c'est de tenir l'espérance. C'était quelqu'un plein d'espérance, Bruno Latour ? Ah oui. Ah oui. C'était pas du tout un pessimiste. Hein. Il avait conscience d'être dans la tragédie. Il faisait face à la tragédie, mais il tenait l'espérance. Mais pas l'espérance, je dis au sens d'une fuite, mais l'espérance au sens d'une espérance terrestre. C'est l'espérance à la Charles Péguy, l'espérance du porche du mystère de la deuxième vertu. C'est cette espérance-là.
Et Latour adorait Peggy, hein, donc c'est vraiment cette espérance-là. C'est aussi l'espérance. Vous savez, dans le livre de Clive Hamilton, il finit, ça nous avait beaucoup frappé avec Latour. Clive Hamilton, Requiem pour l'espèce humaine, donc ce fameux philosophe australien qui a traumatisé Latour en 2010 à Sciences Po, il finit par un très beau chapitre sur l'espoir. Il reprend l'entrée des enfers de Dante dans la Divine Comédie. L'entrée des enfers, abandonne tout espoir, toi qui entres ici. Et c'est l'espérance qui n'est pas cet espoir-là. C'est-à-dire, vous êtes dans la tragédie, vous le savez, mais vous allez tenir l'espérance, mais la vraie espérance chrétienne. Une espérance chrétienne et terrestre. Anne-Sophie, j'aimerais qu'on aborde une dernière facette de Bruno Latour qui était totalement en cohérence avec sa pensée, c'est sa passion pour l'art contemporain. Il a été commissaire de plusieurs expositions à travers le monde. D'où lui vient ce goût pour l'art contemporain ? Ah, le goût, je ne sais pas, je pense qu'il l'avait, il l'a toujours eu. Par contre, ce dont je peux vous parler, c'est de ce qu'il faisait avec l'art contemporain, en fait. Il a créé des expositions qu'il appelait des expositions de pensée pour faire se rencontrer des scientifiques et des artistes et les faire collaborer ensemble. Et l'art, ça c'était une chose qu'il disait, l'art à l'art, justement, de formuler des choses très fortes, très subtiles, de façon extrêmement synthétique. Un peu comme on a vu avec ce très joli dessin d'Alexandra Arène. Il faisait du théâtre aussi. Et il a aussi écrit des pièces de théâtre, et joué d'ailleurs des pièces de théâtre. Il adorait le théâtre. Alors, les expositions, il travaillait des années sur chaque exposition. C'était des projets absolument énormes, colossaux, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans son théâtre, c'est les petits essais théâtraux qu'il a fait avec Frédéric Ait-Touati, qui ont d'ailleurs été publiés récemment. Ça s'appelle Trilogie terrestre. Ça, j'aime énormément. Et là, c'était un petit peu la même idée, c'est comment utiliser le théâtre pour expliquer toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il explique la zone critique par une très grande exposition d'art contemporain à Karlsruhe. Il explique l'hypothèse Gaïa, le changement de cosmologie, par un ravissant spectacle de théâtre qui s'appelle Moving Earth, que j'aime particulièrement. Voilà, il l'explique avec le théâtre. Alors, c'est des essais assez courts, hein, ça dure 1 heure en général. Voilà. Anne-Sophie Brisviller, on arrive au terme de notre émission. Peut-être une dernière question avant de nous quitter. Quelle est pour vous la postérité de Bruno Latour en France aujourd'hui ? Alors, j'ai un tout petit peu de mal avec le mot postérité, j'ai peut-être du mal avec le deuil, je ne sais pas, mais pour moi, il est très vivant. Alors, l'œuvre en STS, c'est quand même quelque chose qui est devenu absolument incontournable, et il inspire énormément de jeunes philosophes, notamment. Je pense à Émile H, ou d'anthropologues, Charlotte Brive, je pense à philosophe à Baptiste Morisot, en histoire des sciences à Sébastien Dutreuil. Enfin, voilà. Mais c'est quelques noms parmi beaucoup. Un grand merci à vous de nous avoir accompagnés dans cet épisode sur Bruno Latour. Merci beaucoup pour vos explications très claires et pour votre manière de parler de lui. On sent que vous l'avez connu, que vous l'avez énormément apprécié, qu'il vous manque aussi. Un grand merci pour votre présence. Merci à chacune et chacun d'entre vous de nous avoir suivis dans cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Génération Laudato Si.